Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Quentin, bonjour Patrick. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Bienvenue du coup sur ce nouveau live. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes 3 pour parler d'un sujet très intéressant, le microbiote. Alors, le titre peut être un peu interpellant, Maman, j'ai rétréci mon microbiote, mais vous allez du coup nous présenter, nous parler de ce titre et de pourquoi ce titre. Mais donc, on va aborder la thématique et surtout comment prévenir les maladies de civilisation. Donc, vous le voyez, nous avons la chance d'être bien entourés avec du coup le docteur Patrick Houllier, qui est docteur en pharmacie, qui est aussi auteur. Je vais vous laisser vous présenter, vous le ferez certainement mieux que moi, mais je voulais simplement vous remercier vraiment pour votre présence à tous les deux aujourd'hui et pour votre intervention qui, je pense, va être très, très intéressante. Simple petite information pratico-pratique. Vous le voyez, vous avez du coup, un espace discussion, donc n'hésitez pas à intervenir, à échanger durant toute la présentation. Partagez aussi toutes vos questions. On se fera un plaisir d'y revenir en fin de présentation pour répondre à toutes vos, interrogations. Donc voilà, n'hésitez pas, moi je vous laisse profiter de ce moment et je vous laisse la main. Merci Flavie, je vais partager. C'est bon, vous voyez mon écran, tout est bon. Donc, Oui, tout est bon. je présente rapidement, après je te passe là. Donc moi, je suis Quentin Houlier, je suis directeur du laboratoire Parinat de micronutrition. On propose une gamme complète de 80 produits. Je reviendrai plus tard sur les produits qu'on propose spécifiquement autour du microbiote. Et donc, on est partenaire de Synpicure. Bon, je prends la main. Ouais. Ok, donc je suis Patrick Houllier, comme ça a été dit. Je suis pharmacien et je suis aussi membre de la fondation Catherine Kousmine, donc qui place l'alimentation vraiment au premier plan. Et je m'intéresse au microbiote depuis très longtemps et donc je remercie Simplique-Cure pour cette invitation et tous les nombreux participants. Alors, j'ai écrit un livre, c'est pas un exploit. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont sûrement fait ou qui pensent le faire. Et on a tous la même motivation, c'est avant tout de communiquer, hein. On ne cherche pas la notoriété, mais surtout à communiquer. Donc, je voudrais que cette réunion autour du livre soit surtout l'opportunité de parler du microbiote, concrètement ou moins concrètement d'ailleurs, puisqu'on est sur des maladies de civilisation qui dépassent largement ce cadre-là. Alors pourquoi le titre Maintenant j'ai rétréci mon microbiote. Bon, il y a une petite référence cinématographique, mais surtout l'observation qui a été faite, c'est que le microbiote, alors humain intestinal, humain occidental, pour être précis, a perdu 50% de sa diversité en 50 ans. Alors ça exprime deux choses. Déjà, c'est que le microbiote a baissé, mais surtout qu'il a baissé dans le temps. Et le temps, quand on parle de 50 ans, on parle de 3 générations à peu près. Et donc l'idée, c'est de faire la référence aux générations précédentes pour dire que le microbiote a baissé progressivement dans le temps et sur plusieurs générations. Et on va essayer de déterminer pourquoi. C'est une question de temps. Alors la question de temps, il y a un temps long, hein, qui est le temps de la coévolution, de la symbiose. Donc cette coévolution qui date de temps très très anciens. Le microbiote humain intestinal, il vient du microbiote des animaux, qui vient lui-même du microbiote d'organismes plus anciens. Et tout ça, ça crée une symbiose très importante. Le temps court, c'est le temps de la rupture de coévolution, donc c'est ces 50 ans dont on parle là. On va voir pourquoi il y a une rupture, à mon avis, de coévolution. Et on parle aussi de temps critique, comme on parle de génération en génération. Je trouve que c'est important de parler des 1000 jours, c'est-à-dire ce qui est reconnu aujourd'hui comme le temps de la grossesse, plus les 2 premières années de vie qui correspond à la maturation commune du cerveau et du microbiote. Pour rentrer un peu dans le détail, donc la symbiose, ça veut dire ensemble pour la vie. Donc c'est
c'est vraiment important. On va parler de cette symbiose dans un premier temps. C'est quoi cette symbiose? Bah, moi, j'aime bien le comparer à un mariage arrangé par la nature. Alors, ce mariage arrangé par la nature, c'est un peu comme le mariage des rois dans l'ancien temps ou du monde bourgeois, on va dire, en gros, qui se marient pour mettre ensemble des intérêts qui sont pas des mariages d'amour en fait, hein, parce que les bactéries et l'amour c'est pas tout à fait compatible, mais ce sont des mariages qui sont solides, je dirais, hein, puisque quand on a des intérêts financiers en commun, on a mis ensemble des choses, même si c'est devant le notaire, c'est quand même très solide. Donc ce mariage arrangé par la nature, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant entre l'humain et son microbiote. Cette très lente coévolution entre l'humain et ses microbes, ça caractérise le microbiote dans sa tolérance, c'est-à-dire que les bactéries sont quand même des éléments étrangers, hein, ce sont des bactéries étrangères, il y a beaucoup de bactéries différentes, donc on a appris à les tolérer dans notre organisme. Et il y a une adaptation. L'adaptation, ça veut dire que vraiment dans le gagnant-gagnant, on est vraiment, nous, très gagnants avec ces microbes qui sont adaptés à notre mode de vie. J'aime bien le comparer aussi à une usine, parce que ça permet de rebondir ensuite. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Le microbiote, il a beaucoup de travail. C'est une énorme usine. Il doit y avoir beaucoup d'ouvriers parce que les tâches sont très nombreuses. Donc, il y a beaucoup de bactéries qui effectuent des tâches simples, mais en grande quantité. Et puis, ce microbiote, il a aussi des tâches plus particulières. Alors, il va falloir des personnes plus qualifiées, des techniciens, des régleurs, des contrôleurs, aussi dans l'encadrement. Donc, c'est vraiment une usine à part entière qui fonctionne que s'il y a la quantité, il faut beaucoup de monde dans cette usine, et la diversité, c'est-à-dire beaucoup de personnes capables d'assurer des tâches différentes. Et évidemment, le corollaire, c'est qu'il faut que tout ça travaille ensemble pour que ce soit efficace. Je ne vais pas insister trop longtemps sur les choses qu'on connaît un peu tous. Si on prend le cas des fibres, par exemple, c'est intéressant. Donc, évidemment, les fibres, ce sont les sucres complexes. C'est le microbiote qui assure la digestion de ces fibres et qui produit des acides gras à courte chaîne comme le butyrate, qui sont essentiels au fonctionnement digestif et à la maturation du cerveau chez le jeune enfant et même chez l'adulte. L'humain, il nous reste à peu près 14-17 gènes pour métaboliser ces fibres, c'est-à-dire quasiment rien, alors que le microbiote, lui, a des milliers de gènes et à peu près 56 000 enzymes pour digérer ça. La notion de dépendance évolutive, elle est intéressante. La dépendance évolutive, si on prend un exemple concret, c'est comme nous en France, à un moment donné, on a décidé d'envoyer nos usines ailleurs, hein. On s'est dit, oh bah, ça, cette production-là, elle coûte cher, ça serait plus rentable de le faire en Chine, en Inde ou au Brésil. Et donc, au cours de l'évolution, on a délégué au microbiote cette fonction de digestion des sucres complexes et on est donc devenu dépendant de ce microbiote, comme on a été dépendant au niveau de la production de certains produits, on l'a vu, comme les masques, certains médicaments. Et donc, tant que ça marche, c'est bien, hein, mais si ça marche moins bien, ben, on se trouve un peu démuni et on a une perte dans certaines fonctions ou dans certaines fournitures de matériaux. Ici, pour illustrer ça, c'est un schéma assez simple. Ici, dans le rond en haut, vous avez la diversité du microbiote. Diversité du microbiote, ça veut dire diversité d'antigènes. Donc, il y a beaucoup de bactéries différentes, il y a beaucoup d'antigènes. Donc, le système immunitaire, il va être stimulé en permanence. Il y a une activation continuelle. Ça va maintenir l'immunité en vigilance et ça va optimiser la réponse immunitaire puisque comme il y a beaucoup d'antigènes, le système immunitaire est très compétent. Tout ça crée un environnement inflammatoire quand même, mais physiologique.
hein. Quand on a la diversité du microbiote, ça correspond à un environnement physiologique inflammatoire. Le microbiote est capable aussi de réguler l'immunité. Quand le système immunitaire se dirige contre le microbiote, il tue les bactéries du microbiote, ce qui n'est pas très sympathique. Donc le microbiote lui-même est capable d'activer, on voit en jaune en bas, les lymphocytes T régulateurs pour réduire l'inflammation et la réaction immunitaire contre lui-même. Donc tout ça, c'est environnement physiologique. Pour ce qui est de la relation avec le cerveau, ici, il y a 4 voies métaboliques. Donc là, c'est le deuxième pan qui est très important. Une voie métabolique, immunitaire, endocrinienne et neuronale qui sont la communication entre le cerveau et les intestins microbiote et cerveau. Donc, il y a la voie métabolique, ce sont ce qu'on peut appeler les postbiotiques, les psychobiotiques. La voie immunitaire par l'intermédiaire des cytokines, donc ces molécules qui transfèrent l'information. Les hormones, alors là on va prendre l'exemple de la digestion, ça peut être intéressant. Et puis l'activation neuronale, c'est par le nerf vague évidemment, et la communication entre le système nerveux entérique autonome et le cerveau. La digestion, c'est des hormones tout d'abord. Ça, vous le connaissez bien. Vous avez le GLP-1 qui, lui, va favoriser la production de l'insuline par le pancréas. Vous avez la leptine qui est l'hormone de la satiété, donc qui va indiquer au cerveau que c'est bon, on a assez mangé. Vous avez la gréline. Alors la gréline, c'est l'antagoniste de la leptine, donc lui qui va plutôt favoriser la faim, c'est orexigène, évidemment. Vous avez le peptide YY qui lui va signaler au cerveau qu'on commence à manger. Donc lui, c'est l'alerte, il va dire au cerveau attention, on commence à manger, ce qui permet au cerveau d'aller vers les organes périphériques, indiquer qu'il faut activer le foie, le pancréas, les sucs biliaires, etc. Toutes ces hormones partent des intestins et remontent au cerveau pour informer le cerveau. Alors, quel est le rôle dans tout ça du microbiote? Le microbiote, il a plusieurs rôles. D'abord, il va moduler, réguler l'extraction énergétique de l'alimentation. En fonction des besoins, en fonction de l'alimentation, il y a des bactéries, des microbiotes qui vont extraire plus ou moins d'énergie à partir de l'alimentation. La deuxième chose, c'est que ce microbiote est capable de se fixer sur les muqueuses et de donner le signal de la production des hormones, en particulier le GLP-1, par exemple, ou la satiété, au contraire, pour dire on a assez mangé. Donc le microbiote met des métabolites, ces métabolites régulent la fonction des hormones. Il y a d'autres fonctions directes, où les métabolites du microbiote vont passer directement au cerveau et activer les neurones, alors soit les neurones anorexigènes pour la faim, ou orexigènes, donc pour réguler aussi la fonction nutrition. Donc le microbiote, là, dans ce dernier cas, c'est indépendamment des hormones. Donc cet axe, il est primordial dans la digestion et l'alimentation. Alors, comme ça, c'est un petit peu généraliste. J'ai voulu prendre un exemple qui est le cas des astrocytes. Les astrocytes sont des cellules particulières dans le cerveau qui contribuent à la protection anti-inflammatoire. Donc, ils expriment, ces astrocytes, des protéines. Ces protéines vont réduire l'inflammation au niveau du cerveau, l'inflammation qui est due à des lymphocytes T. Donc, il y a une molécule de signalisation, l'interféron gamma, qui est une cytokine, qui est produite, exprimée par le microbiote, qui va monter jusqu'au cerveau, donner l'information aux astrocytes, et les astrocytes vont réduire la capacité inflammatoire des lymphocytes et réduire la neuroinflammation. Donc c'est un mécanisme complet. Je vous ai fait un schéma après qui est plus simple pour résumer tout ça. Donc vous avez neuroinflammation, l'interféron gamma, il va être exprimé par le microbiote. C'est une molécule de signalisation qui remonte aux astrocytes
par l'intermédiaire donc, de l'interféron gamma. Les astrocytes expriment leurs protéines et ça réduit l'activité inflammatoire des lymphocytes T, donc diminution de la neuroinflammation. Donc ça, c'était juste pour montrer que les mécanismes sont compliqués, complexes, multiples, et mettre en place beaucoup d'intervenants différents. Et ça n'est qu'un exemple. Alors, petite mention sur le microbiote lui-même, rapide, parce que c'est pas l'essentiel des choses. Donc, il y a équilibre, déséquilibre. On pourra revenir dessus, mais bon, c'est quand même un peu long. La dysbiose, le biose, la normobiose. Le microbiote, il n'est jamais vraiment en équilibre. C'est un équilibre instable. On peut prendre l'exemple d'un funambule. Un funambule qui se trouve, les funambules de l'extrême, par exemple, quand on est en bas, il est sur la montagne, on le voit en équilibre. Mais si on regarde de près, si on zoome, il est constamment en train de se rattraper, de se récupérer sur une jambe avec son balancier. Donc le microbiote, l'équilibre du microbiote, c'est ça. C'est un déséquilibre complet. On peut dire que l'équilibre, c'est tant qu'il n'y a pas de dysbiose, le microbiote est en équilibre en quelque sorte. Il y a des espèces plus dominantes, moins dominantes. Le tout, ça fait 39 000 milliards de bactéries, plus les archéas, les champignons, les levures, les phages. Bon, c'est une grande complexité. Ce qui est important, c'est qu'un individu donné va avoir 160 espèces particulières, des souches en réalité. Qui lui sont spécifiques. Donc on peut parler de notion de terrain. Chacun son microbiote, ce qui est une notion pas très importante en soi, mais voilà. Le plus important, c'est la suite. Si on regarde les phylums, donc alors il y a deux phylums majoritaires, Bacillota et Bacteriodota. Donc, dans les Bacillota, on peut citer Faecalibacterium, qu'on trouve tout le monde. Bacteriodota, vous avez Prevotella. Il y a la famille des bifidobactéries qui est aussi importante, les Actinomycetota. Vous avez les Pseudomonodota qui sont les Escherichia coli, et puis la fameuse Akkermansia dont tout le monde parle, qui appartient à un tout petit phylum des verriculobactério, mais un microbiota, pardon. Tout ça, pas tellement d'importance pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Ça concerne beaucoup les microbiologistes. Il y a la nature et il y a la fonction du microbiote. Parce qu'ici, on vous dit, vous avez telle ou telle bactérie. Mais en fait, si on revient à dire qu'on a chacun notre microbiote, qu'on n'a pas le même microbiote que le voisin, en même temps, on est tous vivants et le microbiote que nous avons assure vraiment les bonnes fonctions, si on est en bonne santé. Donc, peu importe la nature des bactéries, ce qui est important, c'est la fonction des bactéries. Et quand on parle de microbiote déséquilibré, ça va être surtout parce qu'il manque des fonctions, et en particulier la fonction anti-inflammatoire. Donc, on ne va pas trop se préoccuper des noms des bactéries. C'est surtout qu'il faut que les fonctions principales et même secondaires du microbiote soient assurées. Et pour ça, il y a plein de bactéries qui peuvent le faire. Donc, qu'on n'ait pas les mêmes n'a pas tant d'importance. En résumé, pour cette coévolution et la symbiose, le microbiote, c'est un organe supplémentaire, puisqu'il assure des fonctions, on a vu, métaboliques importantes. Second cerveau, on n'a pas trop parlé du système nerveux entérique, mais c'est clair. Second génome, parce qu'on a vu pour les sucres complexes que c'est un apport de gènes supplémentaires. La signalisation biochimique avec notamment l'axe microbiote intestin-cerveau, et c'est un modulateur immunitaire. Donc tout ça, c'est grâce à la coévolution très lente que le microbiote peut exercer toutes ses fonctions. On va passer à la suite. Donc le temps court et la rupture de coévolution. Donc ça, c'est un peu le sujet essentiel, une fois qu'on a posé le reste. Voilà. Donc l'humain a perdu, l'humain occidental, on va dire, a perdu 50% de sa diversité au niveau du microbiote. Les causes sont connues, la croissance démographique des années 70 qui a poussé l'alimentation industrielle, la mondialisation, la globalisation avec la pollution, le dérèglement du climat,
Et puis, on peut ajouter un peu autre chose, l'hypothèse hygiéniste avec le dérèglement immunitaire. Tout ça nous permet d'aller, de comprendre l'explosion des maladies chroniques. Donc, je les récite, obésité, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, maladies auto-immunes, dépression, allergie, infertilité, cancer. Toutes ces pathologies chroniques sont en augmentation constante et vont le rester d'ailleurs pendant encore un certain temps. Qu'est-ce qui se passe au niveau immunitaire? Lorsque la diversité du microbiote est réduite, comme on l'a là, ça fait moins d'antigènes, donc le système immunitaire est moins bien formé, moindre vigilance, moindre efficacité. Le microbiote va lui aussi agir moins directement contre les microbes pathogènes, il va moins réguler l'inflammation également. Et donc, on va se retrouver avec un système immunitaire qui fonctionne mal et un environnement inflammatoire, cette fois pathologique. Donc, c'est la fameuse inflammation de bas grade, inflammation chronique. Et le système immunitaire est quelque part mal employé et sous-employé aussi. Donc, ce qui peut expliquer les maladies auto-immunes en croissance ou les allergies qui explosent également. Au niveau du cerveau, la communication erronée, alors faux, j'ai mis erronée et fausse parce que erronée, c'est quand elle est mauvaise. Fausse, c'est quand le microbiote communique de mauvaises informations au cerveau, ce qui arrive aussi. Si on reprend l'exemple de l'alimentation, prenons une personne qui mange mal, trop salé, trop sucré, trop gras, cette personne va dérégler les bactéries qui sont responsables de l'extraction énergétique, comme on a dit tout à l'heure. Donc ces bactéries-là vont recevoir beaucoup de calories. L'alimentation ultra transformée, par exemple, ce sont des calories vides. Donc on reçoit des calories. Ces bactéries, elles vont prendre les calories. Elles adorent ça. Donc elles vont utiliser ces calories pour leur développement, donc dysbiose. Et elles vont envoyer un message au cerveau qui est un message, pour le coup, faux, qui va dire au cerveau, bah, c'est super bon, tu m'as donné des trucs, là, c'était vraiment très bon. Donc ça envoie des métabolites qui vont stimuler le système endocannabinoïde, le circuit de la dopamine, de la récompense, et que le cerveau va dire, bah, c'est très bien. Et le cerveau va dire, bah, faut manger à nouveau. Donc la satiété, elle est pas satisfaite puisque ce sont des calories vides. Et donc on se retrouve avec une communication dans le mécanisme de digestion qu'on a vu, où on contrôle mal la satiété et ces bactéries vides d'énergie communiquent vers le cerveau des informations erronées qui trompent le cerveau. Quand le cerveau est trompé, là je prends un exemple, ça c'est très important, c'est la boucle d'action rétrograde, ça s'appelle, en gros c'est simplement un cercle vicieux. Lorsque vous avez un stress chronique installé, ça crée une dysbiose à un germe particulier, notamment qui est Listipes. Listipes, normalement, il est en équilibre avec Bacteroides, et Bacteroides est au-dessus d'Alistipes. C'est comme ça. Quand il y a un stress, ça s'inverse et Alistipes devient majoritaire par rapport à Bacteroides. C'est une bactérie inflammatoire. Donc on a un stress chronique déclenche dysbiose Alistipes. Mais en fait, l'essai qui a été fait, donc c'est sur l'animal, bon, on en pense ce qu'on veut, mais c'est sur l'animal. Dans l'étude, on transfère simplement à des souris saines un microbiote dysbiotique en Alistipes. Donc on prend un microbiote dysbiotique en Alistipes, on le donne aux souris qui sont saines, elles vont développer un stress chronique. Donc ça, c'est une des démonstrations que la dysbiose elle-même peut créer la pathologie et même un stress chronique. Donc, et donc une fois qu'on a le stress chronique créé par la dysbiose, ben, ça tourne évidemment et ça s'amplifie. Donc Alistipes, cette bactérie est caractéristique des troubles paniques, de la schizophrénie, etc. Donc, ce qui est important, c'est on se demande toujours qu'est-ce qui est la cause. Est-ce que c'est le stress qui cause la dysbiose qui crée le stress? En fait, ça tourne, c'est une boucle qui s'appelle d'action rétrograde.
Ici, c'est simplement un tout petit mot sur l'alimentation ultra transformée. On pourrait faire une présentation que là-dessus. L'alimentation ultra transformée et l'industrie, c'est une industrie d'assemblage, hein. Donc ça prend les ingrédients, ça les fragmente, hein, on fait de la fragmentation, on les sépare et après on les recompose pour valoriser tout ça. Avec des réactions au coup par coup, hein. On sait bien qu'un industriel va mettre tel ou tel colorant et puis on se rend compte que ce colorant est cancérigène, alors on va remettre un autre qui sera aussi cancérigène, donc on tourne un petit peu en rond autour de tout ça. Ce qui est important, c'est la notion de matrice. Il faut sortir du concept de c'est tel ingrédient qui est mauvais ou tel procédé qui est mauvais, etc. En fait, c'est l'ensemble qui est mauvais. Et parce que la nature, elle, fait des produits qui sont des totems qui sont dans des matrices. Et donc l'alimentation saine de la nature, c'est bon parce que c'est une matrice, c'est un tout, c'est un totem. Et là aussi, on peut reparler de l'évolution. Les fruits, les légumes qui nous arrivent résultent d'une lente coévolution, donc ils sont adaptés à notre alimentation. Ici, je vais passer rapidement sur les impératifs économiques de l'industrie ultra transformée. On connaît ça bien. Je voulais parler des coûts cachés parce que ça, c'est important parce qu'on oppose souvent à l'alimentation naturelle le fait que c'est cher et que l'alimentation ultra transformée, c'est pas cher. Il y a des coûts cachés, ce qu'on appelle en termes écologiques des externalités négatives. L'industriel, quand il fabrique son produit, il va calculer le coût des ingrédients qu'il achète, le coût de fabrication, il va se déterminer un prix de revient, et puis il va ajouter sa marge pour déterminer le prix de vente. En fait, dans le prix de revient industriel, ne sont pas comptés les coûts liés au transport, par exemple, à la pollution, à la charge carbone d'un bateau qui passe, ne sont pas pris en compte non plus la déforestation, par exemple, hein. On prend juste le prix du produit quand il arrive en France, par exemple, mais pas tout ce qui est la charge écologique. Et ça représente environ la moitié du prix de revient d'un produit. La santé aussi, parce qu'on sait que l'alimentation ultra transformée, ça crée des problèmes de santé. Donc tout ça n'est pas pris en compte non plus par les industriels, c'est pris en charge par la société. En gros, on considère que le prix de vente d'un produit ultra transformé devrait être le double de ce qu'il est effectivement pour tenir compte de la charge écologique qui est prise en charge par la société et de la charge santé qui est aussi prise en charge par la société. Ici, alors c'est pareil, c'est un peu comme la notion de matrice. Il faut arrêter de prendre les éléments les uns après les autres. On va considérer, tiens, tel ingrédient, tel colorant, il est dangereux, les perturbateurs endocriniens par-ci, la pollution par-là. En fait, il faut raisonner maintenant exposome, c'est-à-dire à quoi une personne est exposée. C'est un cocktail, en fait, aujourd'hui, auquel on est exposé de xénobiotiques. Il y a 50 ans ou 70 ans, on avait tel ingrédient qui était toxique, on l'éliminait, ça marche bien. Aujourd'hui, non, il y en a trop et il faut vraiment raisonner en termes d'exposome, de cocktail. Voilà, les perturbateurs endocriniens, les particules fines, les PFAS, le glyphosate, tout ça sont des choses qui contribuent à détruire le microbiote, hein. Par exemple, le glyphosate, on peut prendre, parce qu'on a dit que le glyphosate, c'était pas dangereux, hein, au niveau européen. Quand on prend l'analyse, la saisine européenne, en fait, ils n'ont pas tenu compte du microbiote. Ils ont dit qu'il n'y a pas assez d'études cohérentes, on élimine le microbiote. De l'autre côté, ils ont dit tout ce qui est écologique, on ne sait pas, il n'y a pas assez d'études, donc ils ont enlevé. Donc ils n'ont pas étudié ça. Je ne vais pas m'étendre trop, mais voilà. Le glyphosate, comment ça fonctionne? Ça bloque une voie métabolique, qui est la voie métabolique du shikimate. Ça permet aux plantes de construire avec des acides aminés aromatiques leur structure, donc les feuilles, les tiges, les racines, les troncs, voilà, tout. Donc quand on utilise le glyphosate, ça détruit ça. L'humain
Nous, on n'a pas de voie métabolique du glyphosate, donc du shikimate, donc c'est tranquille, on est censé être préservé, sauf que les bactéries de notre microbiote, elles, certaines utilisent la voie du shikimate. Donc le glyphosate, même à dose très faible dans l'organisme, ne va pas vous donner le cancer, ok, mais va vous donner une dysbiose intestinale et une dysbiose vaginale aussi. Dysbiose intestinale parce que vous en consommez petit à petit, qui va altérer, détruire les bactéries qui utilisent cette voie du shikimate, qui sont parfois bonnes, et entraîner une dysbiose. J'ai mis vaginale parce que c'est une étude assez récente. En fait, les tampons périodiques sont faits avec du coton, et on a retrouvé des traces de glyphosate dans le coton des tampons périodiques. Beaucoup de métaux lourds aussi. Et donc, il y en a très très peu, évidemment, ce sont des doses très très faibles. On peut dire que ce n'est pas toxique à cette dose-là, sauf que le microbiote vaginal qui est fait de lactobacilles, qui utilise la voie du shikimate, ça altère un petit peu. C'est des toutes petites dysbioses, des dysbioses chroniques en fait. Et après, on peut très facilement lier ça au problème d'infertilité, par exemple. Donc, il faut faire la distinction entre la toxicologie aiguë et chronique. Bon, je vais passer sur l'écotoxicité parce que ce sont des choses intéressantes, mais qui prennent du temps. Si on prend l'épiphase, alors là, ça agit sur la fonction rénale. Donc, c'est des choses qui ont été vues. L'épiphase au niveau intestinal vont créer une dysbiose sur des bactéries, alors une spirochète ici, ou des bactéries productrices d'acides gras à courte chaîne. Ça augmente aussi une archée là, qui est indiquée ici, et ça modifie la production de métabolites. Et tout ça fait en fait des profils circulants de métabolites qui vont caractériser l'atteinte rénale chronique. Donc l'épiphase, par l'intermédiaire du microbiote, vont avoir des répercussions sur la fonction rénale, niveau chronique. Donc les conséquences, ben voilà, je vous les rappelle. Moi, j'aime bien appeler ça maladie anthropocénique. Alors l'anthropocène, c'est la nouvelle ère, a priori. On n'est pas trop sûr que ça existe, mais c'est quand l'homme commence à avoir plus de poids que la nature sur le monde. Et les maladies chroniques de civilisation ici, je vous les rappelle juste pour mémoire. Alors les 1001 jours, ça c'est pour la partie là, on a bien compris que les ennemis du microbiote aujourd'hui, il y en avait beaucoup, et ça explique pourquoi on est en dysbiose chronique. Les 1000 jours, que moi j'ai appelé 1001 jours, là on va passer très rapidement, hein, parce que ce sont vraiment des rappels. Le microbiote est impliqué dans la conception, dans la grossesse, à la naissance, l'allaitement et la diversification alimentaire. Donc ça, ce sont des phases critiques, des étapes où le microbiote joue un rôle modulateur pour le moins, ou même plus important. Ces phases, c'est le développement embryonnaire, évidemment, le développement des intestins du cerveau, la maturation immunitaire, avec notamment la balance TH1, TH2, le développement psychomoteur, la structuration psychologique, donc tout ce qui va être résilience de l'adulte. Là aussi, toutes ces phases, le microbiote est impliqué. On va se concentrer sur quelques phases qui expliquent le passage transgénérationnel. Pourquoi ça se passe sur 2 ou 3 générations? Ce sont les marques épigénétiques. Donc, comment on s'en est rendu compte? On s'en est rendu compte par plusieurs choses. Donc, j'ai mis les mamans et famines. Ça, ce sont des observations qui ont été faites pendant la guerre, où des femmes enceintes étaient soumises à des famines importantes dues à la guerre. Et on s'est rendu compte que ces femmes, évidemment, avaient donné naissance à des bébés plus petits, de petits poids. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en réalité,
le microbiote de ces mamans, si on se focalise sur le microbiote, ce qui n'était pas sans doute leur préoccupation principale, c'est qu'elles mangent peu. Donc, les bactéries qui extraient l'énergie, elles vont extraire le plus possible d'énergie de la petite alimentation qu'elles ont. Et donc, ces mamans développent bizarrement un microbiote de type surpoids. Hein. Et donc, ces mamans vont donner naissance à des bébés de petits poids, mais qui vont avoir éventuellement à l'adolescence du surpoids. Simplement parce que les mamans ont transmis des marques épigénétiques et une signature microbiotique de surpoids. C'est pareil, ces mamans, lorsqu'elles ont été soumises à la famine en début de grossesse, puis ensuite elles ont retrouvé une alimentation normale, bizarrement, elles vont donner naissance à des gros bébés parce qu'elles auront ce microbiote avide d'énergie qui aura été mis en place pendant la période de famine. Donc, il y a des marques épigénétiques. Les papas fumeurs, rapidement, parce que on a toujours tendance à s'intéresser aux mamans hein, quand on parle de grossesse, mais il y a aussi le papa, et c'est pour ça que j'ai voulu rajouter ce un jour, parce que le papa transmet aussi des marques épigénétiques, en particulier les papas fumeurs qui vont faire des bébés, enfin augmenter la probabilité, le risque d'obtenir des enfants en surpoids, hein, par une mauvaise gestion des graisses. Alors ça concerne surtout les papas qui sont fumeurs quand ils sont jeunes. Alors c'est vrai que c'est un peu ancien, mais des fumeurs à 12, 13 ans, mais maintenant il y a le cannabis, donc ils se font aussi des fumeurs jeunes. Donc voilà, ces enfants-là, ces papas-là sont maigres, mais ils vont donner aux enfants un microbiote de surpoids. On a aussi au niveau des fumeurs, un fumeur qui va donner naissance à un enfant asthmatique. Ben, cet enfant asthmatique, même s'il n'est pas fumeur, va avoir plus de risque de donner un enfant lui-même asthmatique. Les papas obèses, alors ça c'est intéressant, enfin ce sont surtout des hommes obèses en l'occurrence, qui sont, là on parle d'obèses avec une morbidité ou une comorbidité, donc des obèses importants. On a étudié les spermatozoïdes de ces papas et ils ont des marques épigénétiques de surpoids. C'est assez difficile à étudier, mais c'est fait. Et également un microbiote qui est orienté vers un microbiote de surpoids, comme on l'a décrit plusieurs fois. Et lorsque ces papas subissent une chirurgie bariatrique, on a une normalisation à la fois du microbiote et à la fois des marques épigénétiques. Je parle de la violence un peu par analogie avec les mamans et la famine. Les femmes battues vont transmettre aussi à leurs enfants par le microbiote et par des marques épigénétiques le sentiment que le monde extérieur est dangereux. Hein, donc ça, ce sont aussi des marques qui vont entraîner le bébé plus tard vers des phénomènes de dépression ou psychologiques. On peut avancer un petit peu. Alors, l'épigénétique, je vous rappelle très vite, au quotidien, donc ça permet la lecture des gènes en fonction des besoins. Donc, ça ouvre les gènes et ça permet qu'ils soient lus. À la conception, on a normalement un effacement des marques épigénétiques des parents. Hein, ça permet au bébé de se développer normalement. Et pendant la grossesse, l'épigénétique va permettre la différenciation cellulaire, le développement des organes et la définition du sexe biologique. Les remises à zéro. Donc, je le fais quand même rapidement. En fait, il y a 2 remises à zéro épigénétiques qui sont faites dans la cellule œuf, c'est-à-dire dès la conception, quand l'œuf se fait, il y a une déméthylation complète hein, de l'ADN maternel et de l'ADN paternel, de façon à ce que l'œuf ait son omnipotence, c'est-à-dire qu'il puisse ensuite se développer et produire tous les organes nécessaires. Ça permet aussi, oui, de mettre en place les mécanismes épigénétiques de l'embryon pour la formation des différents organes. Il y a une seconde remise à zéro qui est faite sur les cellules germinales primordiales, c'est-à-dire quand l'œuf commence à se développer, à un moment donné, au bout de 3-4 jours, vous avez des cellules qui sont dites germinales primordiales, qui sont les cellules qui vont donner ensuite les ovules
ou les spermatozoïdes. À ce niveau-là, elles ne sont pas encore différenciées, hein, le sexe n'est pas déterminé, mais comme ce sont les cellules importantes qui vont donner les ovules et les spermatozoïdes, l'organisme fait une deuxième remise à zéro spécifique sur ces cellules-là. Donc normalement, avec tout ça, on ne devrait pas avoir de passage de marque épigénétique, et ça a été longtemps ce qui a été dit. Mais aujourd'hui, on a d'autres problèmes qui sont la diversité et le nombre des agresseurs, des xénobiotiques qui attaquent le microbiote. Et donc, on va se retrouver avec le cannabis, le stress familial, le stress social, le confinement, l'isolement social aussi, les femmes battues, etc., multiplicité, la pollution, etc. Et en fait, on peut considérer que ces resets épigénétiques sont outrepassés. Hein, on avait ce mécanisme-là, mais ça ne marche plus aujourd'hui. J'ai juste une petite étude sur la souris parce qu'il faut quand même prouver ça. On me dit souvent que ce n'est pas démontré. C'est une étude qui a été faite sur la souris. On a créé une dysbiose chez de souris mâles et on a observé que les spermatozoïdes étaient vecteurs de petits ARN particuliers avec des marques épigénétiques défectueuses. Après conception, on a les instructions là portées par ces petits ARN vont perturber la formation du placenta de la maman. Hein, et la maman va donner naissance, bon, ce sont des souris, ce n'est pas vraiment une maman, mais des souris de faible poids avec des retards de croissance. C'est un schéma qui ressemble à la pré-éclampsie que l'on a chez la femme lors de la grossesse, qu'on peut avoir chez la femme lors de la grossesse. Bon, infertilité, là, je vais passer assez vite. Tout ça fait quand même penser que les problèmes d'infertilité inexpliqués sont liés quand même au microbiote vaginal, au microbiote spermatique et au microbiote intestinal qui est le grand chef d'orchestre. Donc moi, je dis qu'il faudrait quand même avoir des changements préconceptionnels, notamment chez le papa, tabac, alcool, sédentarité. Pour la maman, la recommandation, c'est les folates, on le sait, pour la fermeture du tube neural. Donc, les folates méthylés de préférence. Pour le papa, moi, je préconise quand même de vérifier, d'avoir peut-être une supplémentation au niveau de la méthylation pour bien évacuer les marques épigénétiques, de s'occuper des télomères, donc de l'activité ou du calme, un petit peu de méditation, et puis travailler aussi la glycation. Ça, c'est évidemment avant la conception pour les papas, mais il faut s'occuper des papas. La signature microbiotique, ça c'est important, ça découle un peu de tout ce qui a été dit précédemment. Donc il y a les microbiotes vaginales, digestifs qui vont configurer le microbiote à la naissance, le mode de naissance, l'allaitement, on le sait, et puis ces marques épigénétiques dont on vient de parler. Tout ça va donner au nouveau-né une signature microbiotique, c'est-à-dire que si la maman a mangé trop de sucre, elle va avoir un microbiote de type surpoids, ce microbiote de type surpoids, il va être transféré au nouveau-né par la signature microbiotique, et ça, c'est déterminé. Hein, le surpoids, la dépression, c'est pareil, les terrains allergiques sont déterminés par une signature microbiotique particulière. Je passe ici toutes les choses parce que l'allaitement, on sait que c'est bon pour le microbiote. Donc, tous les produits qui sont dans le lait maternel sont meilleurs que le lait industriel au niveau des glucides, des lipides ou de l'immunité. Et également pour la maman, on abaisse le risque de cancer du sein. Ça, c'est important. Au niveau du microbiote, la diversification alimentaire, c'est vraiment un rush microbiotique, immunitaire, inflammatoire, qui est du niveau peut-être même plus que l'arrivée, le premier ensemencement du microbiote sur le nouveau-né. La conversion, c'est le passage du microbiote infantile au microbiote adulte. Le microbiote infantile, c'est essentiellement des bifidobactéries
ça sert à l'immunité et ça sert à placer l'enfant sur la bonne voie immunitaire. Et ça prend au moins 5 mois, 4-5 mois, voire 6 mois. Bon, après, il faut plus d'aliments, donc on est obligé de passer à une alimentation diversifiée. Mais il ne faut surtout pas faire cette diversification trop tôt, sinon on fait basculer le microbiote vers un microbiote adulte, notamment riche en Akkermansia, qui est une bactérie typiquement adulte. Donc c'est vraiment le microbiote, au moment de la diversification, il va être multiplié par 10, voire par 100, et c'est un événement immunitaire d'éducation immunitaire extrêmement important qui va être unique. Hein, ça ne se reproduira plus après. C'est à ce moment-là. Donc la diversification, c'est très important de la réussir pour le microbiote. Ça, c'est une petite chose que je vais faire rapidement. On aura peut-être à en reparler. Alors, possibiose, la possibilité, c'est quand les choses sont petites, hein, en petite quantité. Donc, quand on a un microbiote rétréci avec moins d'espèces, ça peut correspondre à la biodiversité que l'on rencontre sur la planète. Donc, on sait qu'il y a une baisse de diversité des insectes ou d'autres animaux. Ben, le microbiote, la possibilité, c'est un peu ça. On peut faire un parallèle aussi entre l'inflammation, l'inflammation de bas grade surtout, et les incendies que l'on a de plus en plus aujourd'hui. L'hyperperméabilité intestinale, ça ressemble à l'érosion des sols, l'acidose tissulaire, ça ressemble aussi à l'acidification des océans ou de l'atmosphère. Donc acidose tissulaire, on sait que ça attaque les eaux, hein, les structures minérales. Ben, l'acidification des océans, c'est aussi l'air, ça attaque les bâtiments qui sont faits à base de pierres calcaires. Donc il y a une vraie analogie entre l'écologie digestive et l'écologie de la planète. Le dérèglement climatique va vraiment de pair avec le dérèglement microbiotique, ce sont les mêmes ennemis. Alors j'espère que j'ai pas été trop pessimiste. En général, je le suis, donc je sais les questions. Donc l'humain est à moitié microbiotique, on est fait à moitié de bactéries. Ça résulte d'une coévolution multimillénaire, mais depuis 50 ans, on a cassé cette coévolution et les maladies chroniques explosent. Alors on me dit souvent, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous retourne la question. C'est moi qui vous pose la question avant que ce soit l'inverse. Donc vous allez me répondre après la présentation de Quentin. Que faire? Donc, je reprends la main pour présenter les produits qu'on a pu développer autour de ces sujets chez Parinat. On a repris étape par étape un peu tous les produits qu'on avait pu développer autour justement du soutien de la méthylation, de la protection contre le stress oxydant et surtout autour du microbiote parce que c'est une de nos grosses spécificités. Donc, sur chaque étape de la vie, fécondité, conception, grossesse, allaitement, développement de l'enfant et chez l'adulte, je vais vous présenter les produits qu'on a autour du microbiote et de la protection. L'élément central qu'on a chez Parinat, c'est le microbiote et on travaille sur le microbiote avec ce qu'on appelle les actifs LB, qui sont des postbiotiques de la bactérie Lactobacillus acidophilus LB, qui est une souche identifiée, donc qui est mise en culture. Et postbiotique, ça veut dire qu'elle était thermostabilisée avant d'être amenée. Elle a des études pharmacologiques et cliniques qui montrent son efficacité sur le microbiote, sur les muqueuses, sur l'immunité aussi, sur l'effet psychobiotique avec l'axe microbiote intestin-cerveau. Donc, un effet complet sur le microbiote, l'écosystème intestinal et l'axe microbiote intestin-cerveau. Sur le microbiote, les études montrent qu'elle a une stimulation du microbiote résident. Donc, on respecte le terrain individuel parce qu'on n'amène pas de germes vivants, mais on va amener les bactéries qui sont intactes au moins partiellement dans leur structure, qui vont servir de messagers immunitaires, et aussi les métabolites de fermentation, dont une partie, par exemple, les bactériocides. Donc, on a une action immunitaire directe et indirecte à la fois par les métabolites et par les fragments bactériens. Donc, on sait qu'on va inhiber les germes néfastes et favoriser le retour d'un bon microbiote, ce qui va permettre d'accélérer en accompagnement des pratiques de vie la résolution d'une dysbiose et un bon équilibre bactérien. Sur les muqueuses, on a aussi un renforcement des muqueuses puisque les protéines de surface vont pouvoir adhérer aux muqueuses et on sait que ça va permettre de protéger les cellules, les entérocytes et aussi les muqueuses, notamment dans le cadre d'une hyperperméabilité intestinale.
Il y a un effet aussi sur l'immunité. On l'a montré tout à l'heure, c'est très imbriqué, en fait, l'immunité et le microbiote. Et il y a des études qui montrent une modulation de la réponse immunitaire, et notamment l'homéostasie TH1, TH2, qui va orienter la réponse immunitaire plutôt vers une réponse aux infections que vers un terrain allergique. Donc, c'est une très bonne souche pour tout ce qui est allergique ou faiblesse immunitaire. Et l'effet psychobiotique, il est sur la modulation de la communication microbiote intestin-cerveau. Il y a eu des analyses cliniques faites, notamment chez le TDAH, qui montrent une amélioration des symptômes du TDAH avec la prise de cette souche. Donc, on a travaillé tout un tas de produits autour de cette souche en version post-biotique, notamment parce qu'on a la conviction que, comme on a un terrain microbiotique, on l'a vu avant, il va être difficile d'amener la bonne souche à la bonne personne et qu'on voit cliniquement, ça ne fonctionne pas à chaque fois. Il y a certains cas, notamment chez l'enfant, chez la personne fragile, on ne veut pas amener de germes vivants, justement, en cas de perméabilité intestinale, qui sont aujourd'hui des cas de plus en plus fréquents. On a une sécurité bien accrue à amener des bactéries thermostabilisées, donc pas de germes vivants, mais qui ont des effets, tous les effets bénéfiques qu'on connaît sur les probiotiques, mais sans germes vivants, c'est-à-dire avec beaucoup plus de sécurité et de facilité de prise. Et donc, c'est ça qu'on utilise dans les produits que je vais présenter sur l'axe post-biotique. Donc, le premier produit que je veux proposer, c'est le Telovie. Donc, Telovie, c'est notre produit de fertilité. On l'a travaillé avec le Terminalia shebula, notamment, qui apporte des tannins antioxydants, ce qui est une plante d'Ayurveda reconnue comme anti-âge et pour la fertilité. Et on l'a accompagné d'un soutien de la méthylation, comme on l'a dit, que ce soit pour le père, la mère, très important de soutenir la méthylation au moment du projet de grossesse, enfin projet d'enfant, et même chez le père pour favoriser la méthylation. Donc, dedans, on a du S-adénosine-méthionine, le SAMI et la vitamine B9 méthylée qui sont des donneurs de méthyle, et tous les antioxydants, cofacteurs, vitamine C, E, coenzyme Q10, sélénium, zinc, qui vont permettre de lutter contre le stress oxydatif et favoriser la méthylation. Et enfin, le dernier élément qu'on a évoqué tout à l'heure qui peut poser problème, c'est la glycation. Et donc, on a mis de la L-carnosine, qui est un élément anti-glycation, notamment chez les personnes qui auront des pics de glycémie pour protéger les protéines et notamment les gamètes, et des actifs LB dont j'ai parlé avant pour agir sur le microbiote. Donc, ça en fait un produit complet en période de préconception pour soutenir la méthylation et résister au stress oxydant. Le Vegavital, c'est un produit d'apport de vitamines minéraux complet pour la femme enceinte. Donc, on a mis dedans tous les apports nécessaires de vitamines B, D, magnésium, fer et iode pour la femme enceinte, avec en plus les postbiotiques qu'on amène en toute sécurité, puisque c'est des bactéries, comme j'ai dit, thermostabilisées. Donc là, on a tous les apports pour la femme enceinte et on soutient la méthylation car les vitamines B9 et B12 sont méthylées. On va agir sur le microbiote grâce aux actifs LB et on le propose notamment en synergie avec notre produit Optiméga Trio qui sont les oméga 3 EPA DHA qu'on recommande chez la femme enceinte, notamment pour le développement cérébral de l'enfant. Et on couvre bien sûr les apports en vitamine B9 recommandés pour la femme enceinte, notamment sous la forme méthylée. L'autre produit, donc ça c'était femme enceinte. Ensuite, on a le premium qui est l'apport de postbiotiques, à la fois pour la femme enceinte pour renforcer s'il y a des troubles digestifs et aussi qu'on amène chez l'enfant. C'est un produit du coup qui est très centré sur le postbiotique. On a juste mis avec les vitamines B6, 9, 12 méthylées. Donc on a toujours un soutien de méthylation, mais beaucoup sur le postbiotique. Donc on utilise chez la femme enceinte, notamment pour préparer le microbiote avant l'accouchement. Puis chez la femme allaitante et chez l'enfant derrière, on peut avoir toujours un bon microbiote chez la femme allaitante. Et chez l'enfant, en fait, comme c'est des postbiotiques, on peut ouvrir les gélules et dès la naissance, le mélanger à de l'eau ou à du lait. Et ensuite, après la diversification, bien sûr, le mélanger à une compote ou un yaourt, ou en tout cas une purée à l'alimentation. Donc ça, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va permettre de créer un contexte qui permet un développement d'un microbiote équilibré en jouant sur la diminution des bactéries pathogènes et un environnement favorable à des bonnes bactéries. Donc, on le recommande donc chez la femme enceinte. Chez l'enfant, c'est l'enfant à risque, notamment les enfants prématurés, les enfants nés par césarienne ou non allaités.
s'il y a qui prennent des antibiotiques aussi, en accompagnement des antibiotiques et en rééquilibrage post-antibiothérapie. Donc, tous les facteurs de risque. On propose de Lab Premium qui sont des bactéries thermostabilisées qui créent en fait un contexte pour un rééquilibrage plus rapide. Notamment une étude chez l'enfant, qui montre qu'après une infection, je vais pas parler aussi le rétablissement des infections, après rotavirus, une récupération beaucoup plus rapide de la tolérance au lactose par une récupération plus rapide de l'équilibre de l'écosystème intestinal. Donc celui-là, c'est un produit qu'on utilise chez l'enfant depuis très longtemps et qui fonctionne très bien. Et ensuite, le produit qu'on a sur la perméabilité intestinale, chez l'adulte, qui est le produit d'équilibre digestif, c'est le Symbiodor, qui est avec les actifs LB, donc toujours le postbiotique dont j'ai parlé, avec un peu de glutamine pour favoriser la restauration de la muqueuse intestinale, et des fibres de pommes, de l'argile pour la minéralisation et de la biotine, toujours pour réparer la muqueuse intestinale. Et donc, ça en fait un vrai produit de réparation de la muqueuse. Comme j'ai dit, tous les avantages des postbiotiques pour rééquilibrer le microbiote. Et on le propose notamment en synergie, par exemple, avec la vitamine D, qui est très importante pour la perméabilité intestinale et l'équilibre de l'écosystème intestinal, ou notre curcuma aussi, qui va être à la fois prébiotique et pour son effet anti-inflammatoire au niveau digestif. Et enfin, le chaperon, qui est notre produit pour la protection cellulaire et la méthylation. Celui-là, plutôt chez l'adulte, toujours, c'est le produit de rééquilibrage du défaut de méthylation. Notamment, après des analyses biologiques, si on a identifié un défaut de méthylation, un excès d'homocystéine, on va activer 2 voies de méthylation, enfin de retraitement de l'homocystéine. Une voie avec la bétaïne triméthylglycine, la voie de la choline, et une voie de méthylation avec la B9 qui est méthylée. Et on l'apporte aussi avec le romarin, la cyste, qui sont antioxydants, qui stimulent les productions de heat shock protein, donc de HSP, et d'autres vitamines antioxydantes, la vitamine E et coenzyme Q10, sélénium, zinc, qui sont des antioxydants cellulaires et mitochondriaux. Donc tout ça, ça va protéger les cellules, y compris dans un contexte potentiel de préparation d'un projet d'enfant, et en tout cas pour rééquilibrer un défaut de méthylation. Et on le propose pour une action directe rapide avec le glutathion. On propose un glutathion sublingual en cas de stress oxydant important, parce que c'est un des meilleurs antioxydants, ou alors en indirect avec le Silinac, qui lui va favoriser plutôt la production endogène. Silinac qui contient donc du NAC, N-acétylcystéine, avec un extrait de chardon-marie dosé en silyle. Voilà ce qu'on propose autour de la méthylation et du microbiote. Plus globalement, par Inat, on a une gamme de 80 produits, dont une partie est sur Simplicore. On fait des produits qui sont fabriqués en France avec forte expertise scientifique. J'espère qu'aujourd'hui, on vous l'aura montré. Avec des certifications, on a toute une gamme bio. Et surtout, on a les postbiotiques. Donc, on a toujours été référent des postbiotiques et on continue de se développer avec ça, avec la conviction profonde que nos produits respectent le terrain individuel. On évite les choses très symptomatiques pour justement avoir une correction de terrain et une correction durable de l'état de santé et de l'équilibre du microbiote. Donc, on a ces produits postbiotiques spécifiques de l'écosystème digestif, toute une gamme de complexes de vitamines, minéraux et une gamme de plantes bio. Donc, je vous laisserai découvrir toute la gamme. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations. Ici, je mets les contacts de nos responsables régionaux qui sauront vous orienter si vous avez des questions. Et sinon, je passe la main à Flavie. Je crois qu'elle voulait vous passer un mot avant qu'on réponde à toutes les questions. Tout à fait. Un tout grand merci, du coup, Patrick pour la présentation et Quentin pour la présentation, du coup, des produits. C'était hyper complet et complémentaire. Je vous propose d'effectivement reprendre le temps de souffler tous les deux pendant que je présente, du coup, Simplicure. Simplicure, donc, en partenariat avec Parinat, qui vous proposait aujourd'hui cette intervention et ce webinaire. Donc,
Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, Simplicure, c'est un outil qui va permettre aux praticiens de santé, aux professionnels, de recommander des compléments alimentaires de façon beaucoup plus fluide. Donc, je vais peut-être vous partager mon écran, comme ça vous allez voir très concrètement à quoi ça représente. Donc, voici la page d'accueil de Simplicure. Vous allez pouvoir notamment retrouver les replays de webinaires dans l'académie juste ici, télécharger aussi éventuellement la présentation si vous souhaitez regarder et puis la revisionner. Et puis l'objectif, du coup, ça va être de créer une recommandation. Et donc, vous allez pouvoir ici ajouter les différents produits que vous souhaitez proposer à votre patient, à votre client pour son suivi. Vous avez de nombreux filtres ici parce que comme vous le voyez, on a de très nombreux produits, donc il faut pouvoir s'y retrouver. Et donc, vous pouvez par exemple chercher par marque. Et donc là, vous allez trouver tous les produits de Parinat que nous avons. Alors, comme quand elle disait, ils ne sont pas encore tous disponibles. S'il y en a que vous souhaitez demander, il suffit de faire la demande ici. Ça prend 1 seconde. Et comme ça, on est au courant que vous souhaitez voir d'autres produits. Donc, il y en a déjà 20. Donc voilà, imaginons, vous souhaitez proposer le Lab Premium. Vous le sélectionnez, il se met automatiquement dans votre recommandation. Vous pouvez spécifier la posologie si vous souhaitez proposer une posologie différente que celle qui est pré-indiquée. Et puis après, il n'y a plus qu'à mentionner les coordonnées de votre patient et puis cliquer sur envoyer. Et donc, le patient va recevoir un mail avec son lien pour accéder à sa recommandation, les notes éventuelles que vous lui aurez mises, et il n'a plus qu'à valider sa recommandation. Donc, l'intérêt, c'est vraiment que vous, d'un côté, vous ayez un suivi avec l'accès à tous les compléments alimentaires, et de l'autre, mais que votre patient, il puisse avoir un seul colis, un seul frais de port, tout au même endroit. Et donc, on se rend compte qu'il y a une réelle meilleure observance dans les conseils qu'on peut donner. Parce que quand on envoie un patient à la suite de la consultation dans 5 laboratoires différents, sur 5 sites différents, il y a très peu de chances au final qu'ils mettent en place les différents conseils. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de tout fluidifier. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir plus amplement Simplicure, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur la plateforme. Vous avez la possibilité, juste ici, je vous remonte, de réserver un petit créneau d'une vingtaine de minutes avec moi ou l'une de mes collègues et on se fera un plaisir de vous présenter de façon un peu plus didactique la plateforme. Donc n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Alors, voilà, je vous ai présenté tout ça. Je vous propose qu'on passe aux questions, si ça vous va. C'est bon pour vous? Ah oui, oui. Ouais, Pour moi, oui. génial. Donc, par rapport aux produits, nous avons une première personne qui demande si l'app Symbiodor est OK dans un contexte oncologique. Tu veux répondre ou Non, vas-y. Oui. Après, ça dépend à quelle phase on en est dans le suivi médical. Au mieux de toujours avoir un avis du médecin. Mais ce qui est sûr, c'est que les traitements souvent sont assez agressifs sur la muqueuse intestinale. Donc, on cherche des produits. Et Symbiodor a beaucoup été utilisé dans ces cas-là par des médecins. Et n'apportant pas de germes vivants, est beaucoup plus sécurisé qu'un probiotique, parce qu'on aura une irritation de la muqueuse, pas de passage de germes vivants en circulation. Donc oui, mais toujours en accord avec le médecin en fonction de où on en est. Mais en tout cas, on sait qu'on n'a pas les médecins qui utilisent en récupération du chimio, notamment pour restaurer l'équilibre digestif. OK, très clair, merci. Quel produit est-ce que vous pourriez conseiller pour une personne atteinte d'autisme? Alors, autisme et microbiote, il y a beaucoup de recherches dessus et peu de certitudes, même globalement sur les origines de l'autisme. Mais on sait qu'il y a un fort lien entre déséquilibre digestif et déséquilibre du microbiote et autisme. Après, il y a toujours cette histoire de boucle, de savoir quelle est la cause, quelle est la conséquence. Mais comme il y a souvent des dérèglements digestifs, nous, on recommande chez l'enfant le premium ou même assez rapidement à partir de 6 ans, il y en a certains qui utilisent le Symbiodor pour rééquilibrer l'écosystème digestif. On sait que ça peut être que bénéfique déjà au niveau digestif et avec toutes les informations qu'on a données sur l'axe microbiote intestin-cerveau, ça sera Symbiodor pour le microbiote. Après, on a d'autres produits qui sont plutôt actifs au niveau cerveau et notamment une synergie qu'on a entre Symbiodor et Calme, qui est en fait sont des ampoules avec dedans de l'extrait de safran et de mélisse qui sont aussi utilisés dans ces cas-là par certains de nos thérapeutes.
qui aide au calme émotionnel, qui peut être utile dans ce cas-là. Ok. Juste une précision, c'était que comme les germes ne sont pas vivants, les gélules peuvent être ouvertes souvent chez certains enfants un peu difficiles ou qui ont beaucoup de médicaments. La gélule peut être ouverte et mise avec l'alimentation. Donc ça, c'est aussi un avantage d'avoir des postbiotiques stabilisés par la chaleur. Très clair, merci beaucoup. Est-ce que le Silinac est OK aussi dans un contexte d'intoxication hépatique médicamenteuse? Phase post-aiguë, oui. Je vais Mmh. qui a écrit ça là. Et en fait, Silinac, ce qui est bien sur les produits du foie, c'est celui qui est le plus protecteur. En fait, le NAC est plutôt protecteur. Disons qu'on ne va pas stimuler le foie, on va plutôt soutenir son action. Et tout, dans ce cas-là, il est complet, et même il est très protecteur. Le chardon-marie aussi, la silidine, a vraiment une action de soutien et pas de stimulation comme peuvent l'avoir certaines plantes cholérétiques, cholagogues, qu'on ne recommanderait pas dans ce cas-là. Mais du coup, Silinac est très adapté en étant protecteur du foie. OK, super, merci. Et une question qui, je trouve, va peut-être bien clôturer cet échange, qui est de savoir, donc pour vous, l'alimentation ciblée seule, pré-probiotique, n'est plus suffisante pour avoir un microbiote équilibré? Eh ben non, malheureusement, enfin après il y a le groupe, hein, donc on sait qu'au niveau mondial, toutes ces maladies chroniques explosent et que le microbiote est rétréci. Après, il y a les cas individuels, c'est-à-dire que la personne que vous avez en face de vous qui vient consulter, bah, vous allez commencer par travailler sur l'alimentation saine. Ça va marcher, c'est très bien si ça marche. Si ça ne marche pas, il faut se poser les questions autres qui sont un peu l'objet de la présentation. C'est bah, est-ce que le microbiote de cette personne, il ne faut pas que je le travaille autrement et pas simplement par l'alimentation. Le comportemental, bon, ça c'est fait, mais on peut aller au-delà du comportemental, simplement de fumer, sédentarité, alcool, bon, ça fait partie des choses. Peut-être de voir comment vit la personne, et est-ce qu'elle utilise beaucoup les écrans, quel est son métier aussi, où elle se trouve, où est-ce qu'elle vit à la campagne près d'un agriculteur, ou est-ce qu'elle vit en ville près d'une usine, ou est-ce que dans un milieu polluant. Donc on peut intégrer d'autres choses en cas, je dirais, d'échec ou si l'alimentation n'est pas satisfaisant, on peut s'orienter vers d'autres choses. Donc oui, ça peut suffire. Et de toute façon, il faut le mettre en place. On met en place les choses habituelles, alimentation, micronutrition. Mais si ça ne fonctionne pas, il faut faire autrement. Il y a notamment des personnes en surpoids qui ont trouvé un deuxième équilibre de microbiote. Ils avaient un microbiote au départ, et puis à force de mal manger, etc., ils ont un équilibre pathologique du microbiote. Et là, quand c'est ça, bah, vous ne pouvez pas, avec des méthodes simples, faire revenir. C'est un nouvel équilibre. Et donc, il faut aller plus loin et mettre en place de l'écologie, du comportemental, de l'environnemental, etc. Merci beaucoup pour cette réponse, très Il y a eu détaillée. une dernière question sur l'addiction et ça, s'il y a un complément, ça me fait penser à quelque chose, parce que justement, on a un complément pour ça. Sur l'addiction, effectivement, que ce soit des addictions, cigarettes, sucre, c'est très important de prendre en compte justement l'axe microbiote intestin-cerveau dessus. Je pense à la cigarette qui modifie le microbiote, donc quand on arrête, c'est un peu plus compliqué que juste la volonté d'arrêter. Pour le sucre aussi, on le sait, ou même pour la malbouffe. Et on a travaillé un produit qui s'appelle AB Connect, qui est justement sur cet axe microbiote intestin-cerveau, et certains thérapeutes l'utilisent justement pour arrêter le sucre, pour arrêter pour arrêter la cigarette, puisqu'on va utiliser la voie du tryptophane pour soutenir la sérotonine. Et parce que donc les addictions, c'est facilement relié aux neurotransmetteurs justement. Et donc ça va rejoindre la chronutrition, mais soutenir la dopamine du matin, la sérotonine en fin de journée pour avoir aussi la mélatonine la nuit. Donc, les compléments qui permettraient d'aider à accompagner les addictions, c'est un accompagnement des neurotransmetteurs. Et là-dessus, on propose notamment l'iode et L-tyrosine le matin pour soutenir la dopamine. Et donc, le LAB Connect, qui est un produit qui va à la fois équilibrer le microbiote
et des microbiotes et apporter du tryptophane et du safran pour soutenir le niveau de sérotonine. Je vois GABA aussi. Donc oui, effectivement, ça, c'est ces neurotransmetteurs-là. GABA, on a un produit qui est qui a de la L-théanine, qui va être le Mantion, qui va aider à soutenir justement le niveau de GABA. J'y pensais un peu tout à l'heure, qui peut être utile aussi dans l'autisme. Mais donc c'est un produit avec L-théanine et Bacopa qui soutiennent le fonctionnement cérébral et notamment le niveau de GABA pour la relaxation cérébrale qui va aider justement dans tout ce qui est sevrage et addiction. Super, c'est très clair. Merci. Et je regardais justement effectivement le LAB Connect est aussi sur Simplicure, donc ça peut être l'occasion de tester et découvrir. Eh bien, encore du coup, un tout grand merci à tous les deux pour votre présence, pour votre temps, pour le partage de toutes ces informations. C'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Super, merci beaucoup Flavie, merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Au revoir.